Bienvenue à l'EuroPCR 2023 avec Cardio Online. On a les grandes chances d'avoir le professeur Michel Azizi avec nous pour parler d'hypertension. Bonjour. Bonjour. La question, c'est finalement la France, elle se situe où dans l'école, parmi les bons élèves de l'Europe? Alors, la France avec les États-Unis était un des pays où on avait quand même une prise en charge de l'hypertension artérielle qui était excellente. Malheureusement, la situation s'est dégradée progressivement jusqu'à récemment. Les dernières données, et ce matin, des données de Santé publique France ont été montrées. On a environ 30 à 32% de la population française qui est hypertendue. Malheureusement, le contrôle tensionnel est incorrect puisque la moitié de ces patients ne se savent pas hypertendus. Parmi la moitié de ces gens, parce qu'on ne leur a jamais dépisté l'hypertension artérielle. Donc ils n'ont jamais été dépistés en population générale? Rien, pas dépisté. Vraiment, là on est dans une situation grave sur le plan du dépistage. Ensuite, une fois qu'ils sont dépistés, la moitié ne sont pas pris en charge. Pas bien traités? Non, pas pris en charge, même pas traités. À partir du moment où ils sont traités, seule la moitié en fait, sont au contrôle tensionnel, dans les objectifs tensionnels. Quelles que soient les populations, âgées, jeunes? Bien sûr, c'est des données moyennes. Global, Plus vous allez être âgé, plus c'est complexe de contrôler la pression artérielle. Parce qu'on va avoir une hypertension de type systolique. Et puis la balance qui va être complexe à contrôler. Et plus la prévalence de l'hypertension artérielle augmente. Donc on est dans une situation compliquée actuellement. C'est la catastrophe. Et si j'ai un message à passer à tous ceux qui nous écoutent, il faut qu'on remonte nos manches tous ensemble. Bon. Mais comment alors on se met au boulot? Tous. Comment on se met au boulot alors? En plus, on parle à des cardiologues et c'est le lit quand même. Donc si vous regardez tout ce sur quoi vous travaillez, 80% de vos malades sont en hypertension artérielle. L'AFA, c'est l'hypertension artérielle. Les accidents vasculaires cérébraux, c'est l'hypertension artérielle. L'insuffisance cardiaque, c'est l'hypertension artérielle. Ça vous semble une comorbidité un peu trop souvent oubliée? Oui, elle a été banalisée. On a oublié ce qu'était l'hypertension maladie. La dissection aortique, sa première raison, c'est l'hypertension artérielle non contrôlée. Et quels outils du coup, alors à part l'envie et les manches à retrousser? Il faut déjà commencer par ça. Oui, bien sûr. Et quels autres outils pour les gens qui nous écoutent Donc effectivement, il faut contrôler bien sûr. Des maps pas plus larges? Automesures. Alors la mesure ambulatoire, bien sûr. Donc les recommandations de la Société européenne, reprises par la Société française d'hypertension artérielle, c'est d'utiliser des méthodes de mesure en dehors du cabinet de consultation. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'étiqueter quelqu'un comme hypertendu alors qu'il ne l'est pas. Et l'opposé aussi. Et l'opposé aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser des méthodes de mesure en dehors du cabinet de consultation, automesure ou mesure ambulatoire, de façon à poser correctement le diagnostic. Et il y a une place multidisciplinaire certainement aussi quand même dans la prise en charge de l'HTA. Il n'y a pas que les cardiologues qui doivent se faire engueuler si j'ose dire. Voilà, mais oui, vraiment l'hypertension artérielle elle est au carrefour. Elle est au carrefour de la néphrologie, de la diabétologie, de la nutrition avec l'obésité, de la cardiologie, de la médecine générale, de la médecine interne. On ne peut pas être plus au carrefour de l'ensemble. Et malheureusement, finalement, si chacun envoie le patient à l'autre, etc., à la fin, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas pris en charge. C'est pas du nomadisme médical, mais c'est la décharge de tâches. Exactement, la décharge de tâches. Dans cette idée. Parce que l'idée aussi, c'est que c'est moins gratifiant de s'occuper d'un patient hypertendu. Or, si votre malade ne fait pas l'insuffisance cardiaque, ne fait pas l'accident vasculaire cérébral ou de l'AFA, c'est gratifiant. Je comprends. On peut parler aussi d'une résistance par cette prise en charge parfois complexe, au-delà même juste de la vraie résistance pharmaceutique. Absolument. Donc, comment on peut définir un peu cette entité un peu plus large maintenant? Il y a deux éléments. Donc quand on voit un malade qui n'est pas bien contrôlé, donc il y a le côté médical, ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique. Malheureusement, encore une fois, la plupart des patients non contrôlés sont sous monothérapie et en fait on n'augmente pas les traitements. Je mets la communauté médicale dans son ensemble. Donc cette inertie de ne pas amener la personne à l'objectif. Or on sait que c'est le niveau tensionnel sous traitement qui définit le pronostic. Et oui, donc c'est très réversible. C'est un facteur de risque modifiable. Absolument, absolument. Et il faut y aller assez vite, parce qu'on a démontré dans les essais que c'est
quand on commence la prise en charge, c'est dans les 6 premiers mois qu'il faut essayer d'obtenir le contrôle. Ça me rappelle un peu la quadrithérapie d'insuffisance cardiaque, où Voilà, l'inertie est aussi un meurtrier c'est invisible. Pareil, c'est pareil. Alors, ce que je voulais vous amener, aborder avec vous, c'est aussi cette idée de résistance par le fait qu'on n'arrive pas à adapter la prise en charge pour le patient. Et est-ce que cette nouvelle résistance un peu plus large, c'est-à-dire échec de prise en charge classique, est-ce qu'elle peut nous amener vers des nouvelles thérapies? C'est ça que je veux aborder avec vous. Où est finalement cette zone grise au moment où on va aller sur des techniques plus innovantes? Avant de parler de résistance, parce qu'on a parlé de l'inertie, il y a la non-observance ou la non-adhérence au traitement. Mais elle fait partie de la résistance peut-être en soi. Oui, absolument, absolument. Donc là, il y a un problème qui est lié au médecin, à l'interaction avec son patient. Donc il faut écouter ses patients. Il ne faut pas seulement, juste pour vous donner une anecdote, est-ce que vous savez, c'est moi qui vais vous poser une question, au bout de combien de temps, quand un patient nous parle, nous l'interrompons? Je pense très rapidement. Alors, combien? Je dirais 2 minutes. Non, c'est 20 secondes. Ah oui, d'accord. 20 secondes, quand c'est mesuré, 20 secondes. C'est pour dire asseyez-vous? Ouais. 20 secondes. C'est juste absolument incroyable. D'accord. Donc, et pour la maladie chronique, en fait, l'écoute, elle joue un rôle majeur. C'est des messages forts en tout cas que vous me donnez. Majeur. Si on n'est pas dans la maladie aiguë, et il faut faire comprendre aux patients, le bénéfice est l'absence d'événements. Vous avez un coronarien qui a de l'angor, il n'a plus de douleur parce que vous le prenez en charge. L'hypertendu, c'est l'absence de survenue d'un événement. Vous voyez que le message n'est pas du tout le même. C'est maladie chronique. Exactement. Pas le même ce qui veut vocable. dire aussi que nous devons nous remettre en question dans la communication vis-à-vis de nos patients. Toutes les erreurs qu'on fait vont aboutir à la non-observance du patient. Je comprends bien. Et à partir de quand on switch sur de l'innovation et on switch sur autre chose? Ça, c'est une question qu'on se pose en cabinet. On a un patient qui arrive devant nous. Vous avez raison. On n'arrive pas. Peut-être la communication n'est pas suffisamment bonne. Avant l'innovation, je voudrais qu'on aborde le problème d'un scandale français qui est on ne peut pas utiliser les trithérapies en un seul comprimé, puisqu'elles sont non remboursées par la sécurité sociale. L'ensemble de la communauté cardiologique, néphrologique, diabétologique devrait remonter au créneau pour demander un remboursement de ces trithérapies en un seul comprimé. Bah oui. Qui ont montré leurs bénéfices. Mais majeur. Le polypile, c'est une clé. Majeur en termes de bénéfices sur l'observance au traitement, sur le contrôle tensionnel et récemment sur les événements. Mais qu'est-ce qu'on attend? Non, mais je vous promets. Donc, le problème, c'est qu'on a des gens qui sont plus intelligents et donc les remboursements, voilà. Donc, une fois qu'on aura réglé ce problème, je l'espère, qui nous permettra d'accéder à quelque chose qui est pour d'autres pays complètement la référence. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont véritablement résistants au traitement et c'est une complexité et rajouter et empiler les médicaments en fait… Ça n'apporte pas forcément de bénéfices. Souvent ça ne peut ne pas apporter de bénéfices, des effets secondaires et puis augmenter l'inobservance au traitement. Donc on a les alternatives donc par voie endovasculaire qui est la dénervation rénale par voie endovasculaire, qui aujourd'hui les évidences ont été accumulées à travers différents essais dans les formes les plus sévères d'hypertension artérielle, mais aussi les formes les plus légères. Parce que c'est quand même un switch de paradigme quand même de la dénervation. Oui, on est passé des patients les plus difficiles chez qui on n'est pas forcément un bon résultat à long terme, sur des patients finalement qui sont peut-être les patients qui ne vont pas prendre les médicaments, chez qui finalement on ne fait pas bien, et chez qui peut-être proposer une ablation, si j'ose dire ablation d'hypertension, ça pourrait peut-être éviter d'avoir tous ces patients aussi mauvais répondeurs et mauvais compliants. Alors, on vient de publier le consensus, et d'ailleurs sur Cardio Online, on a fait un résumé des grandes lignes du consensus qui peuvent être consultées. Oui, c'est donc une alternative thérapeutique. Ça ne peut pas être un remplacement thérapeutique. Bien sûr, mais qu'on sache que ça peut être une option. Absolument. Et que dans ce consensus, il s'est positionné. Il s'est positionné. Il faut en parler avec les patients. Il faut leur donner cette alternative oui, tout à fait. de façon honnête, de leur donner, ça ne va pas être magique. Alors, on a décidé dans la conférence de consensus, alors qu'on sait que ça marche chez des gens aussi qui sont sans traitement médicamenteux, d'exclure ces malades parce que de toute façon, il n'y aurait pas accès au laboratoire de cathétérisme. Si on doit appliquer ça à 13 millions de Français, c'est compliqué. Ça va être un peu difficile. Après, dans 15 ou 20 ans, on reviendra, on dira autre chose. On ne sait pas. C'est pas tout de suite en tout cas. Aujourd'hui, c'est compliqué d'accéder au cathé, quoi. Alors, il y a ces approches et je trouve ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est que l'ouverture de ces nouvelles idées avec des approches invasives fait que
Nous avons des nouvelles approches médicamenteuses qui sont en train d'être évaluées, oui. développées. Oui, au-delà de la dénervation. Absolument. Et par exemple, vous connaissez les petits ARN d'interférence contre PCSK9 Ouais. qui permettent des injections une fois tous les 6 mois pour abaisser le cholestérol. Eh bien, on Changer le travaille paradigme de la dyslipidémie. complètement. On travaille sur des petites ARN d'interférence qui ciblent l'angiotensinogène hépatique. L'angiotensinogène, c'est le substrat de la rénine, pour inhiber le système Ah ouais. rénine-angiotensine. Et avoir un effet. Et aujourd'hui, les premières données, si vous faites une injection, 12 semaines après, vous avez 15 mm de mercure de baisse de pression artérielle. Une injection unique. Donc on est dans la phase de développement de ces médicaments. Mais Mais ça là va venir, encore, ça va arriver. oui, il faut être prêt. Et la communauté cardiologique doit être encore plus prête que les autres à utiliser ces médicaments. Parce sûr. que on va avoir aussi des cRNA doubles, c'est-à-dire contre PCSK9 et contre l'angiotensinogène. Une seule injection. Donc il y aura de moins en moins de résistants. Vous viendrez du- comme pour vos C'est du vaccins. polypile Que l'injection. non, non, c'est comme une vaccination. Oui, c'est ça, c'est du multi. Voilà, toc, une seule injection et vous aurez 2 cibles. Parfait. Donc vous voyez, il y a réellement, c'est fantastique de voir ce qui est en train d'arriver. Incroyable cet échange. On a appris tellement de choses et c'est un plaisir de le partager en plus Bon, avec notre bah, communauté. Tant mieux. Ce que je retiens, c'est que bon, il faut qu'on fasse un petit peu mieux sur l'hypertension et que Oui. tout montre qu'on est plutôt dans le rouge. Oui, rouge. Que peut-être, alors c'est marrant parce que ça fait aussi un peu écho à la coronaire, mais peut-être qu'on a des tutelles des fois dans le remboursement qui sont peut-être un petit peu, bon, voilà, pas totalement en accord avec les tendances actuelles au niveau Absolument. international et c'est quand même grave. Qu'il y a beaucoup d'innovations qui arrivent, à la fois dans le monitoring, dans le multidisciplinaire, dans le Absolument. screening et aussi dans le traitement. Et que c'est un domaine qui est en Oui, florissant et dans lequel on a plaisir à s'engager tant mieux. en parlant longtemps avec les patients. Tant mieux, exactement. Bon, merci beaucoup. Allez, merci.